Donc, bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire présenté par le registre suisse de la CEP au sujet des facteurs de risque de la sclérose en plaques. Donc, je me présente, je m'appelle Corinne Coleman, je suis infirmière à la société CEP. Et au programme ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sabine Amann et Madame Claire Ashman du registre suisse de la CEP. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet. Dans le panel du webinaire, c'est la petite flèche orange à droite de votre écran. Et puis on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Nous ne parviendrons peut-être pas à répondre à toutes les questions, notamment si certaines sont trop spécifiques, mais vous pouvez également prendre contact avec nous par téléphone ou par email par la suite. Et puis, je vous donnerai aussi les coordonnées à la fin du webinaire. Le webinaire donc sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours si vous souhaitez le consulter à nouveau. Et puis, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir donc nos deux intervenantes à qui je vais passer la parole et je vous retrouverai pour les questions donc après la présentation. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, au nom du registre suisse de la CEP, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et vous remercie également de votre participation. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter avec ma collègue Sabine Amann les premiers résultats de l'enquête sur les facteurs de risque qui avait été lancée il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me présente, mon nom c'est Claire Ashman Martina et je fais les traductions en français depuis maintenant 5 ans au registre de la CEP. Je passe maintenant la parole à Sabine, qui voudrait également se présenter. Oui, bonsoir, chers participants. Je vous souhaite aussi le bienvenu. Je suis très heureuse de passer l'heure qui vient à votre compagnie et de pouvoir vous présenter avec Claire les premiers résultats de l'enquête sur les facteurs de risque du registre de la CEP. Moi, je m'appelle Sabine Amann et je travaille au registre de la CEP depuis presque 4 ans. Comme vous le savez déjà, les collectes de données du registre, ça fait principalement via questionnaire, par voie électronique ou sur papier, qui sont remplis par les personnes atteintes de CEP elles-mêmes. Dans le début de contrôle, la qualité des données fournies par les personnes atteintes, nous collectons certaines données médicales des participants dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Et cette collecte de données médicales est l'une de mes responsabilités. Ça, c'est ça que je fais. Et c'est donc avec plaisir que je te redonne la parole, Claire, et je vous rejoindrai plus tard. Merci beaucoup, Sabine. Alors, au programme de ce webinaire, après une brève introduction, je vais expliquer pourquoi les facteurs de risque sont une question clé. Et puis, je donnerai quelques données sur l'enquête et je présenterai, grâce aux témoignages, les facteurs que les personnes atteintes ont nommés qui pourraient être la cause de l'apparition de leur CEP. Ensuite, je présenterai les conclusions que l'équipe de recherche a faites et les connaissances qu'elle a gagnées. Et enfin, et surtout, nous nous réjouissons de vos questions et de vos commentaires. En guise d'introduction, voici un diagramme sur le temps de ce que le registre a fait au cours de ces dernières 6 années. Car en effet, il vient de fêter son 6e anniversaire cet été. Il avait commencé par un questionnaire principal, suivi au rythme de 6 mois par de nouvelles enquêtes sur des thèmes spéciaux et toujours en enquêtant sur l'évolution de la maladie en parallèle. Au questionnaire principal a suivi un questionnaire sur le processus de diagnostic, puis 2 enquêtes sur la santé psychique, en enquêtant en parallèle sur la dépression ou la fatigue. Et puis, il y a eu une enquête sur le travail et la CEP et une grande enquête sur l'alimentation qui a eu un très bon score de réponse. Tout ceci a formé une très bonne base pour l'équipe du registre de la CEP pour mettre en place cette étude sur les facteurs de risque. D'autres enquêtes ont été également réalisées avec la CEP
ou la situation financière, et bien sûr, ces 2 dernières années, des questionnaires sur le Covid. En guise de transition vers le thème des facteurs de risque, j'aimerais vous lire 2 citations de participants à l'enquête. Excusez-moi. La question des éventuels facteurs de risque m'intéresse depuis longtemps. Merci beaucoup pour cette enquête. C'est incroyablement intéressant tout ce qui est demandé dans cette enquête et immense tout ce que ce thème englobe. Les facteurs de risque, une question clé. Pourquoi la maladie se déclenche-t-elle chez une personne et pas chez une autre? Ou encore, quels sont les facteurs de risque qui nous prédisposent à la maladie? Presque tous les projets de recherche sur la CEP reviennent toujours à cette question qui n'a jamais été plus pertinente qu'aujourd'hui. Car en effet, si l'on regarde l'augmentation de la prévalence de la CEP en Suisse et dans les pays occidentaux depuis les années 80, elle est de plus de 50%. Excusez-moi. La question se pose alors, pourquoi une telle augmentation et que s'est-il passé ces dernières décennies? En plus, si l'on regarde le graphique de droite qui représente l'âge moyen au moment de l'apparition de la CEP, celui-ci a également augmenté au cours des dernières décennies. En effet, si l'on regarde la courbe bleue, qui est la courbe de l'âge moyen au moment de l'apparition de la CEP primaire progressive, il était de 30 ans dans les années 90 et est passé de nos jours à 45 ans, soit une différence de 15 ans, ce qui est énorme. Et pour la CEP évoluant par poussée et la CEP secondaire progressive, c'est la courbe rouge. L'âge moyen de l'apparition de ces formes-là était de 26 ans vers les années 1990 et est passé de nos jours à 35 ans. Ces questions qui se posent sont du genre, est-ce que tout le monde est concerné par ceci? Ou alors, simplement certains sous-groupes de personnes atteintes? Et puis, quels sont les facteurs de risque qui rentrent en jeu? C'est vraiment la grande motivation de nos scientifiques d'essayer de découvrir le pourquoi des choses. Si l'on regarde cette diapositive, on peut voir que les facteurs de risque possibles sont vraiment très nombreux. Pour cette enquête, il s'agissait en premier de faire le tri des causes possibles du déclenchement de la maladie, et puis ensuite de découvrir quel est le facteur ou les facteurs déclencheurs qui ont le même poids que le virus Epstein-Barr. Les scientifiques, en effet, soupçonnent l'existence de ces facteurs de risque, mais ne les connaissent pas encore vraiment. Avant de passer au témoignage, voici quelques données de l'enquête. Ce graphique illustre les questionnaires recueillis depuis le lancement de l'enquête à sa clôture, soit dernièrement. Il avait été commencé, comme vous le voyez, donc au mois de mai 2021 et pour se terminer au mois d'août 2022. Ceci fait à peu près plus d'une année, ce qui est une très longue période, plus longue que d'habitude pour toutes les enquêtes qui ont été réalisées. Cela s'explique par deux choses. D'une part, par les préparations intensives que l'équipe du registre a faites pour cette enquête, et puis il fallait laisser aux participants le temps de trouver une personne avec qui elles pourraient se comparer. En tout, il y a eu un peu plus de comptes rendus, recueillis de personnes atteintes que de questionnaires principaux recueillis. Et puis, il y a eu une majorité de personnes atteintes qui a trouvé une personne avec qui elle a pu se comparer. Il est important de souligner que c'est un projet de science citoyenne qui intègre d'un côté les personnes atteintes et puis ici d'autres personnes qui ont aidé à la comparaison.
Ils sont tous des acteurs de recherche. Voici maintenant quelques chiffres sur la participation. Pour cette enquête, la répartition des sexes, l'âge moyen, la provenance régionale ou les formes de CEP étaient à peu près identiques aux autres enquêtes. Par contre, il était intéressant de voir que la participation en version papier était plus élevée qu'à la normale. Ici, elle était de 30%, alors qu'à la normale est environ de 16%. J'aimerais passer maintenant au témoignage passionnant des participants à l'enquête. 2 questions ont été posées. Pensez-vous savoir ce qui a pu être à l'origine de votre CEP? Y a-t-il des facteurs de risque auxquels vous pensez en particulier? Pourquoi? Sur la base des témoignages, 5 grands thèmes importants ont pu être identifiés, avec le stress clairement en première position, avec 50% des personnes qui ont mentionné le stress comme facteur déclencheur. Ensuite, les antécédents familiaux, 18% des personnes l'ont cité, puis venait donc le virus Epstein-Barr ou la mononucléose infectieuse. 12% des personnes ont mentionné ce facteur. Puis viennent les autres infections, les maladies infantiles, avec près d'un quart des personnes qui l'ont mentionné. Et puis encore, pour finir, le style de vie, avec l'alimentation, le tabac, l'alcool, le manque de vitamine D, le manque d'exercice physique. Ceci était mentionné par 23% des personnes. Le stress. Un participant a mentionné le stress comme facteur présumé probable. Il y a eu de nombreux témoignages très impressionnants, comme ici en haut à gauche. Je soupçonne le stress émotionnel d'être le déclencheur de ma CEP qui s'est déclarée après la naissance de mon premier enfant. Ou alors, en haut à droite, cette femme qui, après le décès de son mari, a dû élever ses enfants toute seule et c'était certainement trop de stress pour elle. Puis, il y a eu un témoignage bouleversant de cette personne qui a subi du stress pendant l'enfance. En bas à gauche, je le lis. J'ai grandi dans un environnement familial malsain et j'ai subi des violences physiques et psychologiques. Cette situation de départ difficile dans la vie a probablement favorisé la CEP. Les antécédents familiaux, eux, jouent un rôle important aussi et sont cités dans 18% des cas. C'est un chiffre qui correspond à des évaluations qui avaient été faites antérieurement, dans lesquelles on avait déjà constaté une proportion de 20% des participants qui avaient un antécédent familial. Là encore, il y a de nombreux témoignages similaires, que ce soit par exemple à gauche. Je pense que cela a été transmis par ma mère. Mon oncle et ma cousine sont aussi atteints. Ou alors, au milieu, en bas, dans ma famille, la CEP est présente depuis plusieurs générations. Je passe maintenant au thème du virus Epstein-Barr ou la mononucléose infectieuse. 12% des participants ont indiqué le virus Epstein-Barr ou la mononucléose infectieuse comme facteur présumé. Là aussi, d'incroyables témoignages qui se ressemblent tous. Par exemple, en haut, à gauche, c'est un exemple qui est particulièrement frappant. Je n'ai appris l'existence de la mononucléose infectieuse que grâce à cette enquête. J'ai eu cette maladie vers 15 ans et j'en ai ressenti les effets pendant très longtemps.
Je passe maintenant au thème des autres infections et maladies infantiles qui ont été cités par près d'un quart des participants. Là encore, de nombreux exemples qui sont impressionnants, comme les deux en bas à droite. Quand j'étais enfant, j'étais souvent malade, grippe, rhume et problèmes gastro-intestinaux. Et puis, cet exemple après, tout à droite, dans ma jeunesse, j'ai eu très souvent des angines et j'ai dû prendre souvent des antibiotiques. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Je reviens en haut et je reviens ici. Donc, j'étais aux infections et maladies infantiles. Et puis, il y a eu en revanche toute une proportion considérable de personnes qui n'ont jamais été ou rarement été malades. Pour nos scientifiques, c'est un fait très intéressant qui sera étudié, car on a pu constater qu'un groupe de personnes se différencie de ce côté-là très nettement par rapport aux autres personnes. Je passe au dernier grand thème, le style de vie, qui a été cité par 23% des participants qui ont déclaré le style de vie qui aurait pu contribuer à leur CEP. Ceci est bien illustré par ces témoignages qui évoquent un mode de vie plutôt malsain, avec cigarettes, mauvaise alimentation, manque de vitamine D, comme cet exemple en bas à gauche, une alimentation malsaine avec beaucoup de produits finis, cigarettes et alcool, ça n'a certainement pas été bénéfique. Ou cet exemple très frappant aussi à droite, en bas, je fume depuis 15 ans et me nourris de manière malsaine. Pas de légumes ni de fruits. Une autre question a été posée aux participants à l'enquête. Y a-t-il des choses que vous éviteriez ou feriez autrement si vous étiez plus jeune aujourd'hui? Il y a eu des réponses affirmatives, oui, je ferais les choses autrement, et négatives, non, pas du tout. Puis, il y a eu d'autres réponses intéressantes, comme cette personne qui a besoin encore un peu plus de temps pour réfléchir. Parmi les réponses affirmatives, il y a celles qui évoquent le style de vie, comme boire moins d'alcool, ne pas fumer, s'alimenter plus sainement, se laisser dormir plus longtemps, faire plus régulièrement du sport et prendre de la vitamine D. Un autre genre de réponse affirmative était celle qui évoquait le stress. Ce sont des conseils comme ne pas se donner à fond à son travail à 200%, partager les tâches ménagères et l'éducation des enfants, ne pas vouloir faire tout soi-même, ou alors le conseil qui revient sans cesse, chercher de l'aide à temps. Ou alors cet homme ou cette femme qui s'écouterait plus et fixerait des limites, comme cet exemple en haut à gauche qui est particulier. J'écouterai plus mon corps et ferai plus attention à moi et fixerai des limites. C'est la CEP qui m'a ouvert les yeux. Puis, il y a eu autre catégorie de réponses affirmatives, le fait de faire plus attention à soi. Ce sont des thèmes comme vivre sa vie, prendre davantage soin de soi, se donner la priorité par rapport aux autres personnes, apprendre à dire non, fixer des limites et ne pas essayer de satisfaire toutes les attentes du monde. Il y a eu, par contre, à la grande surprise de nos scientifiques, des réponses qui ont répondu non. Non, je ne changerai rien et suis heureuse, par exemple ici en haut à gauche, d'avoir appris le diagnostic de la CEP tardivement. Je n'ai donc pas eu peur de fonder une famille.
Et puis, il y a une réponse plutôt drôle, en haut à droite. Non, je ne changerai rien, sauf peut-être accélérer un peu. Sous-entendu, profiter plus de la vie. Il y a eu encore un autre genre de réponse qui met les scientifiques devant une énigme, celle de ce groupe de personnes qui n'ont aucune idée d'où pourrait venir leur CEP. Dans cette enquête, on a pu distinguer deux grands groupes de personnes. Un groupe de personnes avec beaucoup de facteurs de risque et un autre groupe qui n'avait pratiquement rien à remplir dans l'enquête. Je pense que pour ces personnes, ça devait être assez frustrant. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation avec la conclusion, ce que l'équipe de recherche a appris. Une des conclusions importantes qui a été faite et qui concerne le premier groupe de personnes, c'est-à-dire les groupes de personnes avec beaucoup de facteurs de risque possibles. Là, c'est souvent la réunion ou l'assemblage de nombreux facteurs qui activent le déclenchement de la CEP, que ce soit des facteurs liés au stress, des conflits familiaux, une naissance, un décès, ou alors d'autres facteurs comme les maladies infantiles ou les antécédents familiaux, etc. Pour les scientifiques, il s'agit maintenant de découvrir comment ces différents facteurs interagissent-ils ensemble. D'autres questions se posent aussi. Que se serait-il passé, par exemple, si un facteur avait manqué ou que se serait-il passé si on avait fait les choses autrement, par exemple. Et puis, il y a cette énigme que j'ai évoquée dernièrement qui reste à découvrir pour ce groupe de personnes qui n'avaient presque rien à remplir dans l'enquête. Pourquoi la CEP survient-elle subitement chez ces personnes? Je passe maintenant la parole à Sabine et vous remercie déjà de votre attention. Oui, merci Claire. Alors, il faut changer encore une slide. La prochaine. Voilà, Oui, merci beaucoup. Voilà, pour moi, c'est encore à compléter comme participer au registre de la CEP. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour saisir les coordonnées et activer le compte. Ça, c'est le premier pas qu'il faut faire. Pour des raisons administratives, nous avons besoin de vos coordonnées et d'une adresse email valide et destinée à votre seul usage. Donc, vous pouvez enregistrer et en accéder au lien suivant. Après avoir saisi vos coordonnées, vous recevrez une email avec une lien pour activer votre compte. Et ça sont les plusieurs questions que les participants ils nous font pendant toute cette année que nous travaillons là. Ils demandent toujours oh, comment j'arrive pas, comment on fait. Et ça sont la première, c'est toujours créer un compte. La deuxième, c'est aussi pour nous très important, c'est signer la déclaration de consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Après l'activation de votre compte, vous accédez à la plateforme électronique du registre de la CEP. Et là, il faut remplir ces déclarations qui apparaissent automatiquement. De ce fait, vous nous autorisez à utiliser vos données et de finir de faire toutes les recherches avec votre commentaire, ça que vous nous écrivez ou ça que vous nous dites aussi au téléphone. Et pour la dernière, c'est l'information complémentaire sur la situation personnelle. Ça prend plus presque 10 minutes. Et ça, on fait après la déclaration. Là, vous contribuez à une meilleure compréhension de la distribution de la CEP en Suisse. Et vous avez également la possibilité d'indiquer ici, dans cette 10 minutes, que vous allez remplir ça, si vous souhaitez participer aussi à des autres questionnaires. La prochaine. Merci. Oui.
Alors, de quoi les participants bénéficient-ils? Alors, il y a beaucoup de choses, ça peut dire aidez-nous, ça c'est notre fonction, aidez-nous à trouver des mesures pour améliorer les traitements et la qualité de vie des personnes atteintes. Vous profitez d'une large communauté de connaissances et recevrez des informations de première main ainsi que des résultats de recherche résumés de manière simple et compréhensible. Vous avez aussi un journal électronique qui permet d'enregistrer des événements importants et peut-être également téléchargé, ou vous le pouvez imprimer en format PDF pour, par exemple, servir d'aide à mémoire pour votre prochain rendez-vous chez votre médecin ou chez le neurologue. Vous avez aussi la possibilité de vous engager au sein du comité du registre de l'ASEP. Là, c'est un rôle important sur le devenir du registre de l'ASEP et participer, par exemple, à l'élaboration de nouveaux questionnaires, de nouvelles questions ou de nouvelles choses, ça que vous intéresse, pour le dire. Les informations fournies par vous a déjà contribué à une meilleure compréhension de la prévalence de la CEP en Suisse et donne des informations pour optimiser le parcours jusqu'au diagnostic. Toutes les données mises à la disposition du registre sont codées et sauvegardées. Sauvegardées. Alors, ça veut dire que vos données sont, comment dire, ne sont pas, ils ne vont pas être vendus, elles ne vont pas être ouvertes à le public avec votre nom, prénom et tout ça. Oui, le registre suisse de la CEP est à 100% indépendant de l'industrie pharmaceutique et uniquement financé par la société de la CEP. Voilà, je te retourne la parole, Claire, comme ça tu peux faire la conclusion. Il me reste à vous remercier tous donc pour votre attention, votre participation à ce webinaire et puis votre participation pour au registre de la CEP. C'est très, très précieux. Voilà, un grand merci à vous tous. Donc super, merci pour votre présentation. Là, on va pouvoir passer aux questions. Je vais juste reprendre l'écran. Du coup, voilà. Et puis, Voilà. tac. Voilà. Et du coup, on peut passer aux questions. Donc, nous en avions une première. Donc, si une personne ne reçoit pas de lait maternel à sa naissance, cela peut-il être un problème pour son immunité future? Donc là. Oui, oui. Surtout normalement en ce qui concernant le risque d'allergique pour, pour le temps qu'il vient. Comment dire, pour l'adolescence et pour plus tard. Oui, oui. Pour l'enfance et l'adolescence ou pour après l'adolescence? C'est plus Après problématique au l'adolescence. niveau. Oui, excusez-moi, après l'adolescence. Oui. C'est Ça, plus c'est juste. problématique que de ne pas Oui, au niveau des allergies, hein, mais c'est oui, pas un facteur en tout cas de risque qui par rapport à la sclérose en plaques. En tout cas, on non, n'a pas encore de recherche là-dessus et puis rien n'a montré que. Donc oui, voilà. ça c'est vrai. Et puis une autre question que nous avons, donc c'est la mononucléose infectieuse, virus Epstein-Barr, ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Alors, l'infection pour l'Epstein-Barr virus passe généralement inaperçue, surtout dans l'enfance. La mononucléose infectieuse est la forme manifestée typiquement lorsque l'infection survient à l'adolescence
ou au début de l'âge adulte. Les symptômes comprennent généralement une forte fièvre, des douleurs dans les membres, oui. Oui, les membres, oui, merci. Mauvaise haleine, la pharyngite, la lymphadénopathie et aussi l'angina. L'angine, L'angine, oui. Oui. Ouais. La mononucléose infectieuse peut aussi s'installer avec des autres virus. L'Epstein-Barr virus est la cause la plus fréquente. Donc, effectivement, Epstein-Barr, c'est un virus. Et puis, la mononucléose, la manifestation de ce virus. Mais il peut y avoir d'autres manifestations, hein, d'autres maladies associées à l'Epstein-Barr, au virus. Oui. Voilà. Y a-t-il des régions plus concernées, par exemple campagne, plutôt que ville-montagne, plutôt que plaine? Si oui, quelles conclusions peut-on en tirer? Donc, est-ce que ce serait un facteur de risque d'habiter plutôt en région de campagne ou en région de ville? Est-ce qu'il y a une influence? Je vois notre Alors scientifique là, répondu par non, en fait. oui. Oui, excuse-moi, Sabine, tu peux dire. Oui, c'est pas clair au niveau suisse, mais au niveau international, c'est le gradient nord-sud, à côté de gradient ouest-est. Ça veut dire le risque au Japon est 50 jusqu'à 100 fois plus faible qu'en Europe de l'Ouest. C'est ça, donc c'est parce que c'est le nord-sud, parce qu'il est associé à la vitamine D. Il est exactement. Oui. Ça dépend de l'ensoleillement, mais pas forcément de la ville ou de la campagne. C'est ça? Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est juste clair, tu as quelque chose encore à ajouter? Oui, c'est tout à fait ça, effectivement, oui, oui, oui. Il y a vraiment un rapport net avec la vitamine D, donc vraiment, enfin, si on habite plutôt au nord, dans les pays nord, par exemple en Norvège ou alors par exemple en Espagne, il y a une nette différence de ce côté-là, mais entre ville et campagne, ça malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais je ne sais pas, je ne crois pas. Ouais. Ouais. Et puis, on a encore une question qui est, pouvez-vous nous dire un lien possible entre une infection Lyme et le déclenchement d'une CEP? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous êtes au courant ou... Non, Je ne sais pas du on n'a tout. Là, il pas. faudrait poser la question à un autre scientifique. Malheureusement, je ne sais pas. Oui, je sais pas. J'ai Oui, jamais là vu aussi. quelque chose. Ouais. Non, Pardon, Sabine? oui, c'est aussi la réponse, c'est non. Pour nous, on n'a pas des informations en plus, non. Malheureusement, non. Oui, c'est une question assez spécifique et je pense que ça Oui. vaut plus la peine dans d'autres questionnaires d'avoir ce genre de questions, mais effectivement, peut-être qu'ils peuvent demander à leur neurologue, les personnes, s'il y a ce lien possible. Éventuellement, effectivement, oui. Mais j'ai jamais vu de rapport, quelque chose qui évoque l'affection Lyme, en fait. Donc, non, j'ai jamais vu ça. Mais bon, ouais. On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas encore tout, en fait. C'est ça. Je suis arrivée au bout des questions. S'il y a encore quelqu'un qui souhaite poser une question, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. J'attends juste encore quelques secondes. Sinon, je passerai à nos cours et formations futures. Et puis, je vous donnerai également les données nos coordonnées, en tout cas pour nous poser des questions, si vous voulez des questions plus spécifiques ou des questions qui vous reviennent par après, vous pouvez sans autre nous envoyer un mail. Donc, je vais vous donner tout ça parce que toujours pas de questions.
Donc, nous avons une infoline CEP au 0844 737 463 et puis on est disponible donc du lundi au vendredi de 9h à 13h. Ou alors, vous pouvez aussi nous envoyer un email à info@sclérosesenplaques.ch. Autrement, pour les cours et les formations à venir, donc le 15 octobre, on a les bienfaits de l'aromathérapie à Villars-sur-Glâne. Le 30 octobre, on a proches, mais pas que. Donc, on propose un brunch pour les proches qui soient aidants, soutenants, accompagnants. C'est des proches, mais pas que. Donc, soyez les bienvenus à Lausanne. Et puis, du 3 au 24 novembre, on a un cycle sur comment mieux gérer son stress qui va se dérouler à Vevey. Et puis, le 8 novembre, on a une soirée d'information, actualité des traitements et réhabilitation cognitive qui va se passer à Lausanne. Et puis, le 12 novembre, on a fonction cognitive, attention, concentration et ralentissement qui va se dérouler également à Neuchâtel. Vous pouvez aussi trouver tous nos prochains cours et puis nos webinaires en ligne sur notre site, donc multiplesclérose.ch, et vous trouvez la version en français. Puis vous sélectionnez l'onglet Nos prestations, puis la rubrique Cours et formations, et là-dessus vous aurez toute notre listing. Je vais quand même regarder si nous avons une question de plus. Donc, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je crois que nous pouvons conclure notre webinaire. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre présentation, pour aussi l'activité du registre suisse et puis pour votre participation ce soir. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup de notre part aussi. À vous tous. Merci.